tout le monde, mon nom est Geneviève Gauthier. Je suis coordonnatrice au service adulte et travailleur social de l'association Dysphasie Plus au Québec. Alors, nous couvrons les régions de Laval et Montréal et on vient en aide aux personnes, donc enfants, familles, adultes ou entourage de gens qui ont la dysphasie. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous via ce petit vidéo et en espérant que les échanges ou mes réponses puissent alimenter les réflexions, les discussions autour de la table. Alors, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été adressées pour vraiment faire un portrait de comment ça se passe au Québec. Alors, la première question était, quels dispositifs sont mis en place au Québec pour aider les personnes qui ont une dysphasie à trouver un emploi? Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps pour voir un peu la situation. C'est sûr, en 2022, on se mentira pas, c'est toujours pas parfait, c'est pas toujours pas rose encore aujourd'hui. Mais il y a quand même, dans les dernières années, eu des mouvements où est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement québécois d'essayer d'accroître la participation sociale des personnes qui ont un handicap au milieu de l'emploi. Pour revenir un petit peu en arrière, en 1978, le Québec s'est doté d'une loi qui visait la participation sociale et l'exercice de leurs droits des personnes qui avaient un handicap. Mais malgré tous les programmes, les lois, toutes les choses qui étaient implantées, les services, on se rendait compte que la main-d'œuvre continuait d'accuser des retards significatifs par rapport à l'intégration à l'emploi. C'était encore difficile pour eux de se trouver un emploi, de maintenir un emploi. Donc, de s'intégrer socialement, c'est encore très difficile. Et en ce sens-là, en 2009, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accroître la participation sociale en faisant la révision d'une politique qui est la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. Et encore une fois, ça, c'était vraiment dans le but d'accroître la participation sociale des personnes ayant un handicap. Donc, là, à ce moment-là, on réaffirmait le désir d'avoir une société qui était plus inclusive, plus solidaire, plus équitable. Et c'était fortement inspiré du modèle de processus de production du handicap où est-ce qu'on concevait la participation sociale non plus comme une responsabilité individuelle, mais comme une responsabilité sociale. Et à ce moment-là, ça venait aussi changer toutes les conceptions et les perceptions qu'on avait que c'était si tu n'as pas d'emploi, c'est à cause de ton handicap, c'est ta faute, ça t'appartient, tu dois trouver toi-même tes solutions. Là, on venait dire, OK, non, l'État et la société ont quelque chose à faire et on doit travailler ensemble pour pouvoir permettre cette intégration-là dans la société et qu'ils soient des citoyens avec ou sans handicap, ils ont le droit de faire partie de la société. Au Canada, il y a des programmes sociaux qui existent, qui sont offerts aux personnes ayant un handicap pour favoriser leur employabilité. Il y en a que ça va être des avantages fiscaux à l'employeur, par exemple, tels qu'une prime à l'emploi ou des déductions qui peuvent être reliées à des frais de modification organisationnelle ou de l'espace. Pour les personnes qui ont une dysphasie, souvent, il y en a qui vont être sur le contrat d'intégration au travail. Le contrat d'intégration au travail, ce que ça a pour objectif de faciliter l'embauche et le maintien d'une personne qui a un handicap dans un milieu de travail standard en 12 et 40 heures semaine durant 52 mois. C'est une mesure, dans le fond, qui permet d'offrir une compensation financière à l'employeur d'une personne qui a un handicap pour les mesures d'accommodement instaurées par l'employeur en raison des limitations fonctionnelles de la personne. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est au lieu que ça l'emmène une barrière à l'employeur qui se dise oh, je ne peux pas embaucher cette personne-là, il y a trop de choses à faire, ça va me coûter cher, oh, elle ne sera pas assez productive. On offre une prime à l'employeur pour vraiment dire donne-lui sa chance et même si à compétence égale et tout, mais qu'elle n'est pas en mesure de produire autant qu'une personne sans handicap, ben, tu ne seras pas perdant parce qu'on a quelque chose pour toi, on a un financement pour toi. Il y en a d'autres qui vont être sur le Pass Action. Dans les dernières années, c'est un programme qui a tendance à être plus difficile à accès pour les personnes qui ont une dysphasie. Mais le Pass Action, dans le fond, c'était de consacrer un minimum de 20 heures par semaine et le programme était d'une durée de 5 ans maximum. Et pendant cette période-là, dans le fond, la personne apprenait progressivement à travailler pour se trouver ensuite, pour se trouver un emploi. Donc, on permettait à la personne qui n'avait peut-être pas les capacités de travailler plusieurs heures par semaine de faire un minimum de 20 heures et elle recevait un montant par mois pour sa participation à ce programme-là, en plus de la contrainte sévère à l'emploi à laquelle elle doit être préalablement inscrite.
La contrainte sévère à l'emploi, c'est un programme de solidarité sociale. Dans le fond, c'est lorsqu'on a une reconnaissance des difficultés importantes à obtenir ou maintenir un emploi de façon permanente ou prolongée pour les 12 prochains mois. Donc, la reconnaissance de cette contrainte-là, c'est fait par un médecin et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et dans le fond, c'est pas synonyme d'être invalide à vie. C'est possible qu'une personne qui soit bénéficiaire de la contrainte sévère à l'emploi puisse intégrer ou réintégrer le marché de l'emploi. Mais c'est seulement des fois, on va être capable de reconnaître que présentement, son handicap l'empêche de pouvoir travailler. Donc, elle va être sur la contrainte sévère à l'emploi. Et c'est vraiment souvent, il faut vraiment, dans le fond, que tu aies une difficulté, un handicap qui soit reconnu. Donc, une personne sans handicap ne serait pas nécessairement sur la contrainte sévère à l'emploi. Il y a d'autres programmes qui existent. La seule chose, là, je vous ai nommé, dans le fond, c'est comme les gros programmes que souvent, on va voir les gens qui vont être dessus avec une dysphasie. La seule chose, c'est la réalité en dysphasie, c'est très difficile d'avoir accès au programme parce qu'il y a beaucoup de variabilité entre les régions et selon la sévérité du diagnostic. Il y a beaucoup de programmes en ce moment qui existent pour les personnes qui ont une dysphasie sévère et très peu pour la dysphasie légère ou modérée. Et ça devient quand même très difficile pour eux d'accéder malgré des besoins qui sont persistants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel au Québec, on doit quand même travailler pour faire reconnaître les besoins pour les personnes qui ont une dysphasie légère ou modérée. Et aussi, des fois, à l'âge adulte, c'est difficile d'avoir accès au diagnostic et ces programmes-là vont nécessiter d'avoir un diagnostic. Donc là, il faut vraiment que les personnes, s'ils n'ont pas de diagnostic ou qui sont légers modérés, ça devient encore plus difficile de prouver ou de pouvoir intégrer des programmes d'aide financière ou autres. On a aussi des organismes en emploi, qui sont spécialisés pour les personnes handicapées, donc qui ont un handicap. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la personne doit être prête à intégrer le marché du travail. Ce qui est intéressant des organismes en emploi spécialisés, c'est qu'ils ont une banque d'employeurs qui sont déjà sensibilisés à la situation des personnes qui ont un handicap. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir déjà plus d'ouverture au moment où la personne va passer son entrevue. Et il y a vraiment un accompagnement par rapport à trouver un emploi, passer l'entretien d'embauche, garder l'emploi. Il peut même avoir des suivis. Encore une fois, c'est plus pour les gens qui ont une dysphasie sévère, mais il peut avoir du suivi pour s'assurer que ça va bien en employabilité. Il y a des organismes aussi d'aide en emploi dits réguliers, donc que tout le monde peut y aller. Il y a aussi des personnes, souvent, ceux qui ont une dysphasie légère ou modérée vont souvent aller vers ces programmes-là pour se faire aider pour trouver un emploi. C'est juste que ce ne sera pas spécialisé et les gens ont peut-être moins euh, de notions par rapport à la dysphasie comme telle. On a aussi des intervenants qui peuvent intervenir et accompagner. Donc, on a des centres de réadaptation qui vont offrir des services vraiment dans le maintien, l'intégration en emploi, les plateaux de travail, les stages. Euh, Concrètement, ici au Québec, la difficulté qu'on a depuis le changement d'appellation en 2017, parce qu'ici, on utilise de moins en moins dysphasie, on utilise le nouveau terme trouble développemental du langage. Ça fait en sorte qu'en ce moment, on est en train de se battre sur tous les volets qui existaient déjà, de faire reconnaître le besoin en employabilité des personnes qui ont une dysphasie. Mais en plus, on doit se battre à expliquer que le trouble développemental du langage, c'est le nouveau terme pour la dysphasie auparavant. Donc, il y a un grand enjeu de sensibilisation et de connaissance du trouble qui fait en sorte que l'employabilité est encore plus difficile parce que les employeurs ne connaissent pas le nouveau terme. Donc, pour eux, c'est encore à recommencer. Donc, nous, c'est vraiment un grand enjeu qu'on a au Québec au niveau du changement d'appellation. Il y a des guides qui ont été faits également, des guides en emploi. Il y en a un qui a été fait par Dysphasie Plus, que j'avais fait avec des adultes. Donc, vraiment, c'est un guide de l'employeur pour les personnes ayant un TDL, où est-ce que vraiment la personne peut comprendre c'est quoi le TDL, c'est quoi les forces, les comportements à privilégier comme employeur, les adaptations qui peuvent être mises en place, l'aide à la compréhension et tout. Et ça a été un guide qui a été très bien reçu parce que le guide est assez court, donc ça ne devient pas un fardeau de plus pour l'employeur. Et ça permet de mettre des mots sur certaines situations parfois qu'il y avait de la misère à comprendre si c'était la personne qui faisait ça ou si c'était en raison de sa dysphasie. Donc ça, c'était un guide qui était très intéressant. Et on se rend compte justement que ces guides-là permettent ce volet de sensibilisation-là et de connaissance.
La seconde question était les types d'emplois qui étaient occupés en général. Évidemment, ça peut varier. Il y en a qui vont aller à l'université, il y en a qui n'auront pas nécessairement de niveau primaire malgré beaucoup d'efforts et de volonté. Il y en a pour qui ça va être très difficile. Ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que en général, au niveau des emplois, ce qui va être plus apprécié, ça va être des emplois qui vont être routiniers, mais sans être rigides. Donc, ils peuvent faire plus qu'une tâche. Nous, en tout cas, les gens qu'on côtoie, ils n'ont pas nécessairement envie de faire une seule tâche en emploi, mais ils ont besoin que ce soit quand même assez stable et connu pour éviter, dans le fond, beaucoup d'enjeux d'anxiété ou d'enjeux au niveau langagier également. Les emplois plus manuels ou qui nécessitent moins d'implication langagière peuvent également être plus appréciés. Les emplois à service à la clientèle sont souvent un petit peu plus anxiogènes parce que là, on parle dans la communication, donc on s'en vient directement dans une des difficultés qu'ils peuvent vivre au quotidien. Les emplois où est-ce qu'une connaissance et une sensibilisation à la dysphasie sont appréciés, c'est vraiment là, ça, on peut voir des effets notables dans le maintien et le suivi en emploi lorsque le milieu est sensibilisé à la dysphasie. Et il y a une étude qui était sortie en 90 qui disait que souvent les personnes avec une dysphasie étaient plus susceptibles de décrocher des emplois à temps partiel, saisonniers, temporaires ou précaires par manque de scolarisation ou d'aptitudes qui permettent d'accéder à un travail stable et permanent. Malheureusement, encore aujourd'hui, des fois, le milieu scolaire n'étant pas toujours adapté à leur réalité, ça peut arriver que oui, on va avoir des gens qui n'auront pas de scolarisation ou qui auront la scolarisation, ils vont avoir le diplôme, mais qui ne seront pas en mesure d'intégrer un marché du travail simplement par manque de sensibilisation, de connaissance des gens pour les embaucher. La troisième question était une histoire réussie d'intégration d'un jeune à l'emploi. En fait, je vais vous raconter une histoire où est-ce qu'il n'y a pas eu nécessairement de mesures qui ont été mises parce que on se rend compte vraiment à 16 plus, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un enjeu de sensibilisation. Vous avez peut-être remarqué par les autres réponses. Et c'est un peu ça, dans le fond, qui est arrivé. Alors, on avait un jeune adulte qui était intégré dans un restaurant, sans mesure d'aide, comme je vous dis, vraiment comme un employé, comme les autres, là, ceux sans handicap qui étaient là. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des besoins en adaptation. Donc, par exemple, il n'y avait pas de routine ou d'horaire visuel. Les phrases étaient longues. Les informations n'étaient pas nécessairement répétées pour qu'ils puissent être intégrés et tout. Donc, tu sais, il y avait des choses à mettre en place au niveau de l'adaptation, mais l'ouverture, la sensibilité, le respect, c'était des éléments qui ont grandement aidé l'adulte à se sentir bien dans son milieu. Et le fait que l'employeur avait vraiment envie de comprendre, de connaître, euh, dans le fond, les besoins de la personne par rapport à sa dysphasie, ça faisait en sorte que la personne se sentait réellement intégrée dans le milieu et investi. Donc, cet adulte-là a dit, moi, c'est sûr que je vais jamais démissionner d'ici. Il se donne là, comme si c'était son milieu à lui, c'était lui le patron, parce que justement, il disait, c'est tellement difficile de trouver un milieu qui soit autant sensible à mon besoin que là, même si oui, il y a des petites choses qu'on pourrait faire, puis l'employeur avait cette ouverture-là. Là, c'était pas dans un contexte d'intervention, donc on ne l'a pas comment, nommé, mais il y avait une ouverture de l'employeur à faire, s'il y a des choses que je peux modifier et tout, je vais le faire. Et ça, pour nous, on se rend compte que cette sensibilité-là et cette connaissance de la dysphasie, c'est extrêmement aidant, mais surtout une ouverture et du respect. C'est juste qu'est-ce qu'il demande, dans le fond, pour être en mesure de participer socialement à notre société, mais aussi de travailler. Donc, évidemment, j'aurais pu en parler encore plus longtemps. Comme vous voyez, probablement, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne énormément, en espérant vous voir en personne pour pouvoir en parler davantage un de ces jours. Merci, bonne journée.